Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes content d'être avec moi? Oui. C'est un peu un but, mais c'est correct. On se fait du fun. Ah non, on vient de finir de manger, première conférence après dîner. Je vais être là pour vous allumer un peu, puis on va parler de sujets quand même qui sont quand même intéressants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, mon nom est Frédéric Bernard, président fondateur de Secure 01. Ça fait 18 ans que j'opère dans le milieu des technologies de l'information. J'ai fait toutes les positions possibles et imaginables, que ce soit 4 pattes en dessous d'un bureau ou en train de dépoussiérer un PC pour brancher des fils. J'ai fait du développement applicatif. Puis maintenant, depuis 10 ans maintenant, Secure 01 est une firme, un MSSP, qui est là pour accompagner les PME. Et je suis fier de dire que maintenant, depuis 3 semaines, nous sommes certifiés SOC 2. Donc, on prône ce qu'on dit et ce qu'on dit aux clients, on s'assure aussi de le garantir. Donc, quand on parle de cybersécurité, puis ça, c'est un point qui est super important, c'est un lapsus de dire que la cybersécurité est importante en entreprise. La sécurité de l'information est importante, dans laquelle la cybersécurité est une composante de la sécurité de l'information. Puis je vais vous donner le meilleur exemple, vous allez comprendre l'importance du pourquoi c'est important de faire la ligne entre les deux. Qui a jamais vu ou écrit, mais si vous l'avez écrit, ne levez pas votre main, mais vu un mot de passe écrit sur un post-it? Est-ce que c'est de la cybersécurité? Techniquement, ce n'est pas une information numérique. Donc, ce n'est pas de la cybersécurité, mais c'est de la sécurité de l'information parce que l'information qui est dessus est tout aussi critique. On est d'accord là-dessus? Donc, quand on parle de cybersécurité, de dire que la cybersécurité est importante, c'est de prendre juste une facette de l'entreprise et une facette du problème. Et ça serait beaucoup plus juste de dire que c'est la sécurité de l'information qui est importante en entreprise. Composante dans laquelle les actifs numériques que la cybersécurité vient couvrir est importante, mais dans laquelle aussi la sécurité physique est tout aussi importante et la gouvernance. Quel beau mot, la gouvernance. Qui aime la gouvernance ici? Ah, je vois aussi des mains qui ne se lèvent pas, c'est correct. Pas mal à la FNAF, c'est fun de même. Mais la gouvernance, c'est pas mal le cadre qui va venir autour de tout ça. Puis si on devait mettre une pyramide, bien, c'est pas mal la gouvernance qui va venir piloter tout le reste. Puis c'est important d'apporter ça. Puis c'est important d'en parler aujourd'hui au sein des conseils d'administration d'entreprise. Mais pourquoi? Parce que plus souvent qu'autrement, les entreprises et les PME vont avoir tendance à dire « c'est mon gars de TI qui gère la cybersécurité ». Oui, oui. Parfait. C'est ton gars de TI qui gère la cybersécurité. C'est-tu ton gars de TI qui va se ramasser front page du Journal de Montréal si tu te fais pirater? Non. C'est-tu ton gars de TI qui va devoir expliquer aux clients ou aux fournisseurs pourquoi on vient de faire faillite parce qu'on a eu un ransomware? Non. C'est-tu ton gars de TI qui devrait avoir la responsabilité puis l'imputabilité de tout ce qui se passe au niveau relationnel à l'extérieur de l'entreprise? Non. Alors, pourquoi on dit toujours que c'est les gars de TI, que ce soit un fournisseur, que ce soit une équipe interne ou un fournisseur externe, pourquoi c'est toujours amené aux gars de TI quand, dans les faits, les enjeux sont beaucoup plus grands que juste les technologies de l'information en soi? C'est un peu de ça que je veux parler aujourd'hui. Pourquoi le CA devrait s'impliquer? Parce que les enjeux dépassent les technologies de l'information. Parce que l'impact relationnel avec les clients et les fournisseurs, ce n'est pas les équipes TI qui vont les gérer. Parce que expliquer aux clients ce qui s'est passé, que ce soit positif ou négatif, ce n'est pas les équipes TI qui vont les gérer. Ce sont des impacts réels qu'un conseil d'administration doit tenir compte, comme les ventes, le marketing, tous les autres sphères qui sont critiques au niveau de l'entreprise, mais les technologies de l'information au niveau global ne sont pas discutées à ce moment-là. Et la principale raison du pourquoi ce n'est pas échangé, c'est parce que la majorité des personnes qui sont dans les technologies de l'information ont de la misère à parler le même langage que le langage exécutif. Combien de fois j'ai entendu « Hey Fred, j'ai parlé au CFO, j'ai parlé au directeur finance, là, puis j'y ai dit que ça nous prendrait un nouveau MXDR avec un anti-spam, puis un C, puis tous les acronymes que vous voulez qu'on pourrait avoir. Puis j'y ai dit que ça coûtait 10 000 $ par mois. OK? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Après 2 mots, il y avait l'air d'un chevreuil devant une voiture qui était comme « Hey, j'ai peur de ce qui va sortir. 10 000 $! » C'est ce qui est sorti. Le problème, c'est un problème de langage. Mais la raison du pourquoi l'SCA doit s'impliquer, c'est justement parce que les enjeux, eux, sont 100% réels et ce sont des enjeux de conseil d'administration. Parce que c'est eux, au final, qui vont avoir ces problématiques-là. Fait qu'est-ce qu'on peut faire?
qu'est-ce qu'on peut faire quand on considère qu'on a des enjeux ou est-ce qu'on parle technique qui finissent en enjeux financiers, puis qu'est-ce qu'on est capable d'apporter entre les deux pour être capable de faire un pont? Puis qu'on pourrait présenter au conseil d'administration pour que tout le monde puisse être capable de le comprendre. On pourrait parler de tableau de bord qui, aujourd'hui, gère son entreprise sans les fameux KPI. Ah, il y a quelqu'un qui a levé un doigt d'une façon timide, c'est correct. Les KPI, c'est super important. Les KPI font en sorte qu'on est capable d'avoir un langage unifié puis qu'on est capable de voir une évolution à travers le temps sur ce qui se passe. Les KPI peuvent être une passerelle de discussion qui permet de prendre des éléments techniques et les amener au niveau du conseil d'administration, puis capable de démontrer, écoute, on est parti de là, on a donné un budget X, regarde, la posture est en train de s'améliorer. Si la posture est en train de s'améliorer, ça veut dire que le risque qu'on a défini ensemble est en train de diminuer. Et ça, quelqu'un qui est sur un conseil d'administration qui comprend absolument rien aux technologies de l'information va faire « Hey, mon argent sert à quelque chose. » Donc, quand on a une crise économique comme on a en ce moment, on n'aura pas le classique du « Ah, l'ETI, c'est une dépense compressible, ben oui, ça ne sert à rien, on va couper dedans. » Qui a vécu ça dans les derniers mois? Ouais, hein? La cheap date, l'ETI, c'est assez plate. Mais si on avait été capable de monter des tableaux d'or et leur démontrer qu'à ta minute, tu es en train de couper, puis voici ce qui se passe, ton échelle de risque est en train d'augmenter, est-ce que vous pensez que la game aurait été différente? Potentiellement. Je n'ai pas de boule de cristal, puis il y a quand même des fois il y a des exécutifs qui vont prendre des drôles de décisions, mais rendu là, c'est une question de gestion interne. Puis il y a un truc super important que je parle avec d'autres collègues d'un milieu des technologies de l'information, c'est que le rôle, que vous soyez un employé à l'interne ou que vous soyez un fournisseur externe, ce n'est pas à vous à décider elle est où la limite du risque de l'entreprise. Notre rôle en tant que conseiller interne ou externe, c'est d'exposer les faits tels qu'ils le sont, le plus possible sans être biaisé, pour s'assurer que les personnes qui prennent des décisions pour leur entreprise aient les bonnes cartes en main pour être capable de prendre une décision éclairée. C'est ça notre rôle, pas de prendre la décision à leur place. Combien de fois j'ai vu « Ah, mais j'ai pris telle décision, mais j'en ai pas parlé au management parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour la business. » Oui, je comprends. C'est parti d'une super bonne raison. Mais ce n'était pas à toi de prendre cette décision-là. Fait qu'après ça, c'est toi qui vas avoir l'imputabilité des problèmes qui vont venir avec cette décision-là parce que le monde qui sont au-dessus de toi ne savent pas pourquoi ça a été pris, mais ça a été pris. Notre rôle, c'est de transmettre l'information pour que les personnes qui ont à prendre des décisions prennent des décisions d'une façon la plus éclairée possible. Une des façons qu'on peut faire, c'est faire affaire avec des équipes externes. Là, je ne parle pas nécessairement, là, puis je sais qu'il y a certaines personnes dans la salle qui me connaissent et qui vont dire « Ah, il va encore parler du MSP versus le MSSP. » Non, ce n'est pas de ça que je parle, pas du tout. Là. Je parle beaucoup plus d'un deuxième opinion. Je parle d'un deuxième opinion comme un classique. La majorité des entreprises vont faire affaire avec un auditeur externe en fin d'année financière pour être capable d'auditer tout ce qui a été fait à l'année à l'intérieur d'une entreprise. C'est aller chercher une deuxième opinion, s'assurer qu'on n'a rien oublié, s'assurer qu'on n'a pas de bilan au niveau des opérations au day-to-day. Parce qu'on peut être opérateur des systèmes TI puis avoir les meilleures options et les meilleures conditions en tête lorsqu'on fait notre travail. Si pour X, Y raison, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, puis que personne ne le dit, mais le problème peut rester là. Et vous savez probablement comme moi que la majorité des cyberattaques aujourd'hui qui réussissent à cause de problèmes de configuration. Ce n'est même pas du piratage de haut niveau. C'est du piratage parce que la porte est laissée ouverte, puis il y a quelqu'un qui a fait « toc, toc, ah, c'est beau, c'est correct, on est rentré ». C'est ça la vérité. Fait que faire équipe avec du monde à l'externe peut nous permettre d'avoir une deuxième opinion puis de s'assurer de ne pas manquer quelque chose, une balle dans le champ gauche, qu'on n'aurait pas vu parce qu'on n'est pas habitué de le voir, parce qu'on est trop proche du problème, parce qu'on a créé le problème de façon non intentionnelle, parce qu'on n'avait pas l'expertise ou quoi que ce soit. Mais c'est ça la vérité. Quand on parle de KPI, il y a pas mal 3 vecteurs qui sont quand même importants que je suggère très fortement à parler au niveau du conseil de l'administration. La premièrement, c'est tout ce qui touche les points de terminaison, ou les endpoints, comme tout le monde préfère le dire, parce que point de terminaison, ce n'est pas très sexy. Puis qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au point de terminaison? Bien là, on a un grand classique, puis on est en train de le vivre. Le taux de migration de Windows 10 vers Windows 11.
Du monde qui sont comme, ben voyons donc, pourquoi je parlerais de ça au board? Ben parce qu'ils vont comprendre pourquoi les coûts de licence cette année vont exploser. Puis ils vont le comprendre, ils vont être capables de le chiffrer, puis ils vont être capables de voir que tranquillement, pas vite, le taux de conformité est en train d'augmenter, donc les dépenses vont commencer à diminuer. Le chiffrement sur les appareils, c'est un autre point qui est super important. Une autre chose qui est super intéressante, le nombre de fois que les solutions de protection qui sont installées sur les points de terminaison ont bloqué des choses qui ont fait leur travail. Hey, on a bloqué 4 cyberattaques ce mois-ci. Ah, cool. On a eu 4 incidents qui ont été gérés, 4 événements qui ont été gérés qui auraient pu devenir des incidents majeurs. Ah, OK. Fait que la prochaine fois aussi, quand vous arrivez et qu'on parle d'antivirus ou de renouvellement, de quoi que ce soit, c'est plus facile de dire, regarde tout ce qu'on a bloqué dans l'année. L'autre raison de pourquoi on va être capable de faire ça, c'est qu'on va être capable de voir est-ce que j'ai une mesure à la hausse ou à la baisse. Et si la mesure est à la hausse, ça permet d'avoir des conversations stratégiques au niveau du conseil d'administration sur pourquoi j'ai plus de cyberattaques, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je peux faire pour être capable de remédier à ça. Est-ce que je suis confortable avec les risques actuellement dans l'entreprise? Oui, non, peut-être encore là. Ce n'est pas à nous à prendre cette décision-là. En tant qu'acteur dans le milieu des technologies de l'information, notre rôle, c'est d'amener l'information et de s'assurer que le monde soit confortable. Je vais vous donner la meilleure anecdote, vous allez la comprendre, là. Moi, j'ai un de mes clients qui me dit « Fred, si une cyberattaque me coûte plus que 25 000 $ je ne sais pas comment je vais faire pour passer au travers. » OK, c'est correct. Bon, on a travaillé pour que le risque résiduel de sa posture de cybersécurité soit de 25 000 $ au moins. J'ai un autre client qui me dit « Fred, le premier million que je perds, je suis confortable avec. » Ah ben d'accord. Il y en a, c'est 25 000, il y en a, c'est 1 million. Je n'ai pas à juger, elle est où la limite entre les deux. Mais par exemple, c'est à ce moment-là, du moment où c'est qu'on a fait l'exercice du qu'est-ce qu'on est prêt à prendre ou à perdre, là, on est capable de s'évaluer, puis on est capable de faire des métriques, de monter des tableaux de bord, puis de présenter le pourquoi les investissements en cybersécurité coûtent X, Y, Z et de montrer opérationnellement parlant ce qu'il y en est. Parce que moi, une des phrases que je dis beaucoup au conseil d'administration puis aux membres des conseils d'administration, c'est « Si vous n'entendez pas parler de la cybersécurité, c'est que ça va bien. » Parce que du moment où c'est que vous allez en entendre parler, c'est qu'on a un problème. Puis quand on a un problème en cybersécurité, c'est jamais très sexy comme conversation. C'est jamais souhaitable. Donc, les points de terminaison, c'est un des points qu'on peut discuter, que je vous suggère très fortement d'intégrer à l'intérieur de vos tableaux de bord. Un deuxième qu'on peut parler, mon préféré, les utilisateurs. Je le disais un matin, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Si on n'avait pas d'utilisateurs qui sont des êtres humains, on n'aurait tous pas de job aujourd'hui, potentiellement. Mais d'expliquer encore, là, « Hey, salut, voici pourquoi on a un programme de sensibilisation. Voici les personnes qui ont de la difficulté. Voici les plans de ressources humaines qu'on devrait mettre en place pour être capable de contrôler nos risques humains. » C'est toutes des choses qui devraient discuter, dire « Hey, écoute, ton vice-président, il est peut-être bien cool, là, mais c'est un méchant risque pour l'entreprise parce qu'il a accès à des informations clés, il n'arrête pas d'échouer les campagnes de phishing, puis il ne fait pas ses campagnes de sensibilisation. Peux-tu m'aider à t'aider à sécuriser ta business de tes utilisateurs? » Mais si on n'en parle pas, si on ne l'expose pas, encore là, « Ah, mais je ne savais pas que mon VP il était problématique, je ne savais pas qu'il cliquait sur tous les liens qui rentraient dans les courriels. » Ah ben oui. Puis, tu sais, quand on regarde les statistiques de 2024 au Canada, puis qu'on sait qu'une entreprise sur deux ont été victimes d'un cyberincident, que 75 de ces entreprises-là étaient des PME et que 85 des cyberattaques ont commencé avec un phishing. 85. C'est énorme. Combien de pourcents c'est le président qui a cliqué? La stat, c'est pas donné. Mais quand même, 85 c'est des courriels de phishing. Les utilisateurs, c'est notre plus grande faiblesse dans les paramètres de cybersécurité. Puis c'est surtout le seul, au niveau de la cybersécurité, qu'on n'a pas de contrôle. J'ai pas de contrôle. Moi, même si j'ai formé l'utilisateur et j'ai dit « Hey, il ne faut pas que tu cliques sur le lien. Regarde telle information. » Je n'ai pas le contrôle si à ce moment-là, il va être fatigué. Est-ce qu'il va être dans son lit 2 heures du matin? « Oh, j'ai un email, c'est bizarre, je vais regarder. Oups, ça me demandait de me connecter. » Puis le lendemain, bien, il n'a pas accès à ses courriels, puis on se rend compte que le OneDrive puis le SharePoint de l'entreprise s'est fait de vidéo complet. Fait que parler de KPI autour des utilisateurs, c'est tout aussi important. Le troisième, on en parlait aussi, les courriels, tout ce qui se passe au niveau des courriels. Est-ce que, puis je sais qu'il y a certaines personnes ici qui travaillent avec des bureaux de CPA.
Bien, on le sait que le premier trimestre de l'année, ça va être un trimestre, tu sais, qu'on a beaucoup plus de tentatives d'hameçonnage parce que c'est des moments forts, c'est l'impôt, c'est ci ou c'est ça, et c'est reconnu à l'échelle mondiale. Le premier trimestre qu'on a dans l'année, c'est le trimestre le plus dangereux pour les bureaux de comptables parce que c'est là qu'il y a le plus de tentatives de phishing. Parce que c'est là qu'il y a le plus d'informations sensibles aussi qui sont transmises. Mais si on n'est pas dans ce type d'endroit-là, si on voit qu'on a une hausse à travers des mois et des mois, on est capable de dire « Hi, on a de plus en plus d'incidents et d'événements. Qu'est-ce que je peux faire pour être capable de débloquer? Qu'est-ce que je peux faire pour être capable de me protéger? » Encore là, si on ne ramène pas l'information au management, on ne sera pas capable de mettre des stratégies en place pour être capable de protéger. Et le dernier, l'entreprise et les vecteurs d'attaque externes. Ce qu'on parle aujourd'hui, la surface d'attaque externe, outre les courriels, outre les points de terminaison, outre les utilisateurs, tout ce qui peut se ramasser en termes d'intelligence de la menace. Est-ce que nos adresses IP sont listées? Combien de cyberattaques commencent avec Shodan qui liste une information publique? Beaucoup. Beaucoup. Je vous dirais que Shodan, comme d'autres types de bases de données de ce genre-là, c'est un terreau fertile pour les attaquants, juste pour faire comme il y a un Fortinet qui n'a pas été patché depuis 1 an et demi, puis il y a 10 CVE critiques qui sont dessus, on va aller se faire du fun. Fait que c'est important aussi de garder un œil et de toujours essayer de travailler en proactivité et de dire « Hey, on a un compétiteur qui est en train de nous démolir sur Internet, est-ce que vous étiez au courant? » Non, on n'était pas au courant. Ouais, il y a des domaines qui ont été enregistrés qui étaient proches du nôtre. Est-ce que vous êtes au courant? Non, on n'est pas au courant. OK, on devrait peut-être porter attention à ça. On peut peut-être faire des communications proactives pour être capable d'aviser nos clients et nos fournisseurs qu'il y a peut-être des risques. Mais encore là, si on ne le dit pas, si on ne le suit pas, on ne peut pas s'améliorer. Je lisais jeudi passé un post sur le Dark Web, et vous allez l'adorer, là. Ça coûtait 500 $ jeudi passé pour être capable d'accéder à un réseau d'entreprises qui avait 800 points de terminaison, 14 serveurs et un accès domaine admin. Ça coûte moins cher qu'aller manger au restaurant aujourd'hui en couple avec une bouteille de vin. Pensez-y, là. J'ai même pas besoin de pirater l'entreprise. J'achète l'accès. J'ai déjà l'inventaire complet. Le prix de vente est garanti par le hacker. Il dit, si pour XY raison j'ai été détecté, on va trouver de quoi? Pour 500 $. Ça, c'est un risque réel. Ça, c'est ce que ça coûte. Fait que quand le monde dit « Ah ouais, mais les cyberattaques, c'est juste pour les grandes entreprises, ça coûte cher. » Ça coûte 500 $. Tout le monde aujourd'hui peut sortir sa carte Visa et acheter une faille déjà établie dans une entreprise. Vous allez tout être capable quand même d'aller manger au resto à soir, puis vous payez un autre steak à 500 $. Ça, c'est un fait. Puis c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Puis je ne dis pas de verser dans la peur, mais c'est important de dire les choses telles qu'elles le sont. Ça ne coûte absolument rien aujourd'hui être capable de rentrer dans une entreprise et l'exploiter. Puis il faut le dire, il faut l'expliquer, puis il faut l'exposer. Pour ceux qui sont plus férus des chiffres, ça, c'est une autre réalité. En 2023, la cybercriminalité représentait le 3e plus gros PIB mondial. Rien de moins. Puis c'est des champions parce qu'en termes de croissance, ils ont fait mieux que la majorité des grands pays qui avaient fait un bon PIB cette année-là. Ça aussi, c'est un fait. Puis là, on est dans des incertitudes économiques et de plus en plus, lorsque l'économie va mal, le FBI se rend compte depuis 20 ans que plus que l'économie va mal, plus que la cybercriminalité va bien. Parce que le monde va couper dans les dépenses, ils vont faire des compressions. Ah, pourquoi je paierais pour un MDR? J'en ai jamais entendu parler. Je l'ai déjà entendu, celle-là. Il n'y a pas plus tard que ça, il y a 2 mois. Mais pourquoi je paye pour ça? Ça ne sert à rien, j'en entends pas parler. C'est justement parce que tu n'en entends pas parler que ça va bien. Mais ça aussi, c'est important de le dire, puis de l'exploiter, puis de l'expliquer. À l'intérieur de chez Secure 01, on a une division de Red Teaming. Donc, on fait des tests d'intrusion, on fait des analyses de vulnérabilité. Puis les chiffres que je vous montre en ce moment, c'est des chiffres qui sont issus de nos propres tests qu'on a faits en 2024. En 2024, ça nous prenait en moyenne 12 minutes pour gagner un accès système complet et corrompre un réseau. 12 minutes. C'est le temps d'aller à la machine à café, de jaser 2 minutes avec son buddy puis de revenir. 5 minutes en moyenne pour déployer un ransomware que les EDR ne voyaient même pas passer pour la grande majorité.
39 minutes pour déployer une campagne courriel et que quelqu'un clique sur un lien malicieux. Quand je parlais des utilisateurs tantôt. Puis mon préféré, 3 heures pour laisser une clé USB traîner à terre avec un post-it dessus ou un P-Touch confidentiel, puis que ça finisse plus souvent qu'autrement, branché dans l'ordinateur du sysadmin de l'entreprise. No joke! Plus souvent qu'autrement, quand on fait des tests de sécurité de ce genre-là, les utilisateurs qui ont le bon réflexe, ils sont comme « Hey, j'ai trouvé une clé USB, là. Me semble que j'ai appris qu'il ne fallait pas que je la branche. Ah, c'est correct, tu peux me la donner, moi je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, je suis un expert. » Je vais le brancher sur mon PC. Plus souvent qu'autrement, c'est les sysadmins qui branchent les clés USB infectées sur leur propre station. Puis plus souvent qu'autrement, ces sysadmins-là, parce qu'ils ne veulent pas avoir 2 comptes, vont déjà être domaine admin. Fait que c'est encore plus facile comme travail après. Ça, c'est la vérité. Fait que, qu'est-ce que le conseil d'administration peut faire pour être capable de se poser? Tu sais, qu'est-ce que les conseils d'administration peuvent se demander aujourd'hui comme question? On peut se demander, est-ce qu'on est prêt à une cyberattaque? Ça aussi, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de est-ce que ça va se produire, c'est quand est-ce que ça va se produire. Puis le vrai fond de la question, c'est la journée où c'est que ça va se produire, est-ce que je suis prêt à mettre ma business au complet à risque ou j'étais prêt à répondre à ça puis on était capable de contrôler les dommages? C'est un peu comme un feu. Un jour, ça risque de se produire. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour être capable de se préparer à ça? Tout le monde ici se souvient, quand on était à l'école primaire, on avait des pratiques d'incendie. Il fallait qu'on sorte du bâtiment dans de X nombre de minutes, sinon il nous rentrait, il nous ressortait, jusqu'à ce qu'on rentre dans les normes qui étaient acceptables. Pourquoi on ne fait pas ça au niveau des entreprises, des simulations de cyberincidents, pour savoir au moins une fois par année, est-ce que tout le monde se souvient quoi faire? Un classique que j'ai vécu il y a de cela quelques mois. « Hey Fred, on a un plan de réponse aux incidents. » Super, mais pourquoi tu m'appelles si ce n'est pas moi ton expert? Ouais, c'est un peu gênant. Mon plan de réponse aux incidents, il est sur le serveur de fichiers qui est encrypté. Ouais. OK. Puis pourquoi tu m'appelles? Ben, je me souviens plus avec qui on devait travailler. Fait que je t'ai vu sur LinkedIn, je t'ai appelé. OK, c'est cool. Mais en même temps, non. Ah, on a un plan de réponse aux incidents. On a fait un exercice, ce qu'on appelle un tabletop. On fait un exercice. La première chose qu'on se rend compte, les numéros de téléphone ne sont plus bons depuis 3 ans. 3 ans! Avez-vous un plan de réponse aux incidents? Oui, check, parfait. On repose la question dans 1 an. On ne l'a même pas réouvert pour se poser des questions. Mais c'est super important de le tenir à jour. C'est ce qui va faire en sorte que votre temps de réaction va être rapide. Puis plus que votre temps de réaction va être rapide, plus que l'entreprise va gagner au niveau de la résilience. Est-ce qu'on a les bonnes personnes à l'interne ou à l'externe pour être capable de nous accompagner? Est-ce que j'ai du monde qui sont prêts à me questionner, à me challenger en tant que membre du conseil d'administration qui potentiellement maîtrise très peu les technologies de l'information? J'ai-tu les bonnes personnes? Est-ce que des fois, je vais chercher une opinion externe? Ça, c'est une autre question aussi à se poser. Parce que de s'enrober de complaisance, de se dire « ça va bien aller », c'est rarement une bonne stratégie, l'espoir, lorsqu'on a des incidents. L'évolution de nos indicateurs clés au fil du temps. J'ai parlé tantôt un petit peu de KPI. Mais les KPI, après ça, c'est important de les suivre. Il ne faut pas faire « Hey, j'ai des KPI, je ne les présente jamais au board, mais j'ai des KPI, c'est correct. S'il arrive de quoi, je suis capable de me protéger, de me dire « J'ai fait mes devoirs. » Non. S'il y a une évolution, positive ou négative, bon, on est capable de les corréler avec des actions puis avec des stratégies, mais c'est important d'être capable de les suivre et de les expliquer pour après ça être capable d'avoir des conversations ouvertes avec le conseil d'administration. Et dernièrement, quelles sont les priorités d'investissement et d'amélioration? Combien de fois j'ai entendu « Ah oui, on a ce projet-là. » Oui, depuis combien de temps? Bien, depuis 4 ans. Puis là, bon, on a voté pour attendre une autre année, 5 ans. 5 ans de dette technologique. Qui ici ne connaît pas le concept de dette technologique? Super, toutes les mains sont descendues. Fait que 5 ans de dette technologique, c'est-tu beaucoup? Énorme. Puis est-ce qu'une dette technologique, il y a de l'intérêt qui s'accumule là-dessus? Pas mal. Ça ne sera pas une dette financière, mais on a quand même une dette qui va s'accumuler dessus, puis on a quand même de l'intérêt qui va s'accumuler dessus. Puis qu'est-ce qui arrive quand ça brise? Ça fait mal. Ça fait mal.
Puis plus souvent qu'autrement, le classique va être encore « Ah, je ne le savais pas. On m'en a pas parlé. J'ai pas compris le risque. » Fait que ça aussi, c'est important d'en parler. Hey, où est-ce qu'on s'en va dans 1 an? Où est-ce qu'on s'en va dans 3 ans? Où est-ce qu'on s'en va dans 5 ans? Est-ce qu'on se donne les stratégies et les moyens d'atteindre nos objectifs? Puis si on commence à parler ce langage-là avec l'exécutif au niveau des technologies de l'information, puis qu'on commence à dire, mais est-ce qu'on se dote des moyens pour obtenir ce qu'on veut? On va commencer à raisonner parce qu'on ne parlera plus d'EDR, des MDR, d'anti-spam, puis de ransomware, puis des acronymes, puis des termes qu'ils ne comprennent pas. Non, on va commencer à parler un langage exécutif qu'ils vont comprendre avec des réalités qui sont est-ce que la business va passer à travers les prochaines années ou non? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en sortant d'ici? Vous pouvez vous poser des questions au niveau de votre gouvernance interne. Même pour les fournisseurs de services, les fournisseurs des MSP. Désolé pour le lapsus. Posez-vous des questions à la gouvernance interne, parce qu'un des classiques que je vois avec des partenaires que je travaille, c'est Fred, on a des super bonnes pratiques chez nos clients, mais chez nous, ben, tout le monde a des ex-admins parce que ben, c'est tous des tech info puis ils savent tout quoi faire. Puis ils sont tous capables de contourner les systèmes parce qu'ils n'aiment pas ça pour avoir de contrôle. Ouais, mais en termes de gouvernance, ça peut poser des risques quand ils commencent à avoir des problèmes. Le conseil d'administration devrait définir l'orientation et allouer les ressources et examiner les progrès. Nommez-moi un conseil d'administration qui est capable de prendre des décisions et qui va dire à son chef des opérations, je te donne carte blanche, je ne te demande aucun rendu. Ça n'existe pas. Ça... Elle était excellente. Ça n'existe presque pas. Fait que c'est pas mal ça. Puis au final, sachez que chez Secure 01, on peut vous aider. On est capable de vous offrir des opinions externes. On est capable de venir aider les conseils d'administration à se structurer puis se donner une certaine structure. Je peux agir aussi de traducteur. Puis il y a du monde qui rit, je vois des sourires, là, mais ça m'arrive des fois que je vais travailler avec les équipes TI internes puis l'exécutif, puis je vais juste faire une courroie de transmission entre les deux parce qu'ils ne sont pas capables de s'entendre. Ça va me faire plaisir, on est capable de le faire pour être capable de vous aider puis s'assurer que l'entreprise est capable de prospérer dans sa mission qu'elle s'est donnée à elle, parce que notre mission, c'est de protéger. Est-ce qu'il y a des questions? Là, c'est bien le fun, ça, parce que nous autres, en tant que TI, on commence à être pas mal au courant de tout ça. Puis, la seule affaire qu'on a pour nous faire comprendre à nos clients, c'est expliquer la situation, où ce qu'on est rendu, puis tout ça, mais on n'est pas tous capables de divulguer le message comme il faut aux clients. Est-ce que vous avez comme plan de match, vous le faites déjà, pas juste vous autres, mais toutes les compagnies en sécurité, d'intégrer les chambres de commerce, tout ce qu'ils font les entreprises pour leur amener cette information-là qui n'est pas divulguée nécessairement à TV, tout ça pour les... Parce que la sensibilisation, ça se fait de m'amener à force de t'en entendre dire. Mais tu sais, moi, je parle à mon client, j'y explique la situation, mais moi, je suis son gars, je veux juste y vendre. Ou je veux te vendre, tu sais, mais... Quand ça devient, après ça, récurrent partout, dans plein d'affaires qui vont, pour ceux qui sortent, là, Oui. ben ça a un bon impact, mais sensibiliser à aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis la réponse, c'est si tout le monde décide de travailler tout seul dans son coin, ça ne fonctionne pas. Mais si en tant qu'industrie des TI, on décide de prendre le flambeau ensemble puis d'en parler de façon commune et d'une même voix, juste passer le message de la sensibilisation, ça va un jour, tôt ou tard, percer. Il faut juste être persévérant, il faut juste que tout le monde travaille dans le même sens. Bring your boss. Oui, Michael? Je veux juste apporter une petite nuance sur le côté. Tu dis, ben, on se doit d'expliquer avec des mots en CA d'une façon qu'ils comprennent, parce que effectivement, les gens TI sont techniques par définition. Et dans le même temps, par définition, quand tu vulgarises quelque chose, il y a des éléments omis, etc. Fait à un moment donné, le CA aura quand même pas le choix de faire un minimum confiance sur des choses qu'il ne comprend pas nécessairement au même niveau que les pays ou sa firme de sécurité pure et dure. Oui, c'est sa responsabilité qui est engagée lorsque une décision est prise sur quelque chose à faire ou ne pas faire en termes de stratégie. On ne veut pas. Il y a quand même une partie de la responsabilité qui est comme déléguée de manière implicite
dans ce transfert de langage. Tu sais, c'est comme quand mon médecin me dit, ah ben là, t'as un mélano gris qui va faire ça. Je suis comme, ok, c'est quoi que je risque? Il n'a pas le choix de me vulgariser. Puis oui, c'est moi qui prends la décision, mais in fine, il y a quand même des chances qu'il sache pas mal mieux que moi, qu'il soit en meilleure position que moi pour évaluer le risque réel. À 100 sauf que si on a des tableaux de bord qui nous permettent de suivre l'évolution ou la régression de certains types de menaces, même s'ils ne sont pas dans le micro-détail technique, parce qu'effectivement, il faut essayer de ne pas les amener là, on est capable d'avoir une carte des menaces qui est claire pour qu'un exécutif puisse être capable de le comprendre. C'est pas mal ça l'objectif aussi. C'est juste une grille d'évaluation de risque, là. Ça parle. Mm-hmm. Quand tu dis, regarde, présentement, vous êtes en haut à droite dans le rouge, là. Vous n'aimeriez pas être en bas à droite, en bas à gauche dans le vert un peu plus, là? C'est un peu l'idée. Hein? C'est un peu l'idée. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Dans tes grilles de KPI, est-ce qu'il y a un moment où tu mets la notion d'impact sur la compagnie aussi de la prise de mesures de cybersécurité? En fait, directement, non, parce que c'est extrêmement difficile à quantifier dans un graphique, mais d'avoir une conversation ouverte sur justement, c'est quoi la position de l'entreprise sur la prise de risque qu'elle est prête à prendre, puis après ça, d'être capable de toujours le ramener à ça. Puis là, le langage universel en business, c'est quoi? L'argent. Fait que si on est capable de quantifier monétairement parlant ces risques-là, on va toujours avoir une base de communication qui est claire avec tout le monde. Je parlais vraiment de l'impact de prendre des mesures de cybersécurité sur la business. Par exemple, quand on va enable le MFA, ça veut dire que tu vas acheter soit des YubiKeys, soit tu vas donner des téléphones à la compagnie, etc. Ça, tu ne le matérialises pas dans tes rapports? Bien, tu vas le matérialiser en ce que Jacques disait, qui est une matrice de risque. Tranquillement, pas vite, tu vas passer du rouge, tu vas tomber dans le jaune pour le ramener dans une zone dans laquelle ils vont être confortables. Fait que ça, oui, on peut le faire. Puis je suggère très fortement ce qu'on le fasse.